La Terre est la seule planète de notre système solaire qui abrite la vie. Mais au cours de son histoire, elle a subi de nombreux chocs. Tout ce qui croise son orbite est susceptible d'entrer en collision avec elle. En ce moment même, de véritables poids lourds célestes parcourent l'univers et menacent de mettre la Terre KO. Ce serait aussi puissant que le déclenchement simultané de tout l'armement mondial. Sur n'importe quel point du globe, ce serait comme être à côté d'Hiroshima. Nos corps disloqués se disperseraient à grande vitesse et chacun de nos atomes serait propulsé dans l'infini, en un rien de temps. Certains scientifiques et d'anciens astronautes refusent pourtant de s'avouer vaincus sans avoir livré bataille. Ils livrent une course contre la montre afin de localiser ces tueurs cosmiques avant qu'ils ne déclenchent l'apocalypse. La Terre brille comme un saphir dans notre système solaire. Nous coulons des jours paisibles, sans nous rendre compte qu'aux confins de l'espace, la menace vient peut-être droit vers nous. Notre système solaire ressemble beaucoup à un parc d'attractions. La Terre et la plupart des autres objets suivent un chemin bien établi autour du Soleil. Normalement, tout se déroule sans problème. Mais parfois, surgissent le chaos et la violence. La Terre est percutée par des roches venues de l'espace, secouée, bousculée par des corps célestes, par l'énergie et les forces du cosmos. La Terre est comme sur un grand 8 cosmique, une attraction extrêmement dangereuse. Si vous avancez à toute allure sur un chemin déterminé à l'avance, vous espérez que rien ne vous coupera la route. L'astronaute Rusty Schweickart est bien placé pour savoir à quel point les objets célestes peuvent être dangereux. En 1969, il pilotait un module lunaire durant la mission Apollo 9. Aujourd'hui, il ne se contente pas de croisières dans le cosmos. Il tire la sonnette d'alarme à propos d'un astéroïde nommé Apophis, qui s'est dangereusement rapproché de nous en 2004. Il a immédiatement attiré l'attention parce que la probabilité d'un impact était assez élevée. Elle était supérieure à tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. Schweickart cite en exemple un précédent événement terrifiant qui montre les dégâts causés par l'impact d'un astéroïde plus petit qu'Apophis. Nous sommes le 30 juin 1908 à 7h15 du matin. Un objet grand comme le tiers d'un terrain de football est tombé du ciel à une vitesse de plus de 54 000 km/h, laissant derrière lui une traînée de gaz incandescent. En quelques minutes, la boule de feu est entrée dans notre atmosphère et elle a brutalement explosé au-dessus de la forêt sibérienne de Tunguska. C'est la plus grande explosion de l'histoire de l'humanité. Elle provoqua des vagues de chaleur qui incendièrent 80 millions d'arbres sur une superficie de plus de 1500 km². Heureusement, il n'y eut aucun mort, car la région était très faiblement peuplée. Si cet astéroïde avait explosé quelques heures plus tard, il n'aurait pas touché la Sibérie, mais l'Europe. Et s'il avait explosé en vol au-dessus d'une ville, il y aurait eu des millions de morts en un instant. L'explosion de Tunguska a soulevé des controverses au cours du siècle dernier.
Aujourd'hui, de nombreux scientifiques s'accordent sur le fait qu'un astéroïde était à l'origine de l'explosion. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'est jamais entré en collision avec la Terre. Il a explosé à 8 km au-dessus du sol gelé de Sibérie. Un petit astéroïde rocheux ne peut pas survivre à sa plongée dans l'atmosphère terrestre. Quand il entre en contact avec la plus basse atmosphère, à environ 80 000 km/h, il est comme un œuf qui s'écraserait sur du ciment. L'explosion, qui a eu lieu au-dessus de la Sibérie, a dégagé une énergie équivalente à 15 mégatonnes de TNT. C'est-à-dire 1000 fois plus qu'Hiroshima. Si cela devait se produire au-dessus d'une grande ville, elle serait anéantie. Les scientifiques appellent ces intrus des NEO, Near Earth Objects, c'est-à-dire des objets passant près de la Terre. Ces astéroïdes et ces comètes sont des résidus issus de la formation des planètes. Les comètes se déplacent dans le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper, qui se trouve derrière la planète Neptune. Les astéroïdes voyagent dans une zone comprise entre Jupiter et Mars, mais leur voyage en orbite n'est pas forcément une routine. La plupart des astéroïdes sont en orbite dans une ceinture bien définie entre Mars et Jupiter. Ce ne sont pas ceux-là qui nous préoccupent. Mais quand l'un d'entre eux sort de cette zone et se dirige vers la Terre, là, les astronomes commencent à s'inquiéter. Très souvent, ces résidus cosmiques sont déviés de leur orbite et entament une course qui peut s'achever par une collision avec la Terre. L'atmosphère épaisse de notre planète pulvérise une grande majorité d'entre eux. Mais un objet plus grand peut traverser notre atmosphère et percuter le sol. Si vous vous intéressez au cosmos, et plus particulièrement aux forces qui pourraient nous anéantir, les impacts d'astéroïdes ne sont pas négligeables et ils sont dangereux. C'est déjà arrivé et cela arrivera encore. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de la taille d'une bourgade est tombé du ciel. Il a explosé dans la péninsule du Yucatan, près de ce qui est aujourd'hui le village mexicain de Chicxulub, en dégageant une puissance équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT. En percutant le sol, l'astéroïde a projeté des milliards de tonnes de croûte terrestre dans l'atmosphère. Cela a fait comme un voile autour de la Terre, bloqué la lumière du Soleil et fait disparaître la base de la chaîne alimentaire, tout en déclenchant l'extinction d'un certain nombre d'espèces. On pense que c'est ce violent impact qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures. On peut penser que les astéroïdes sont un fléau. Mais c'est grâce à l'un d'entre eux que nous sommes ici aujourd'hui. Nos ancêtres mammifères rampaient et se cachaient pour ne pas finir en hors-d'œuvre pour le T-Rex. Quand les tyrannosaures ont disparu, il est resté une niche écologique qui a permis à nos ancêtres d'évoluer en une forme plus ambitieuse qu'un rongeur. De là sont nés les primates, et des primates descendent les hommes. Mais ce même type de gros rocher cosmique, qui a permis à la race humaine d'exister, pourrait un jour nous faire disparaître de la planète. En 1998, le Congrès américain a demandé à la NASA de détecter tous les NEO d'au moins 800 mètres de diamètre. Le résultat de leur recherche est troublant. On compte plus de 850 NEO à proximité de la Terre. Ces astéroïdes sont nos voisins les plus proches et les plus dangereux du système solaire. Au laboratoire chargé de la construction et de la supervision des vols non habités de la NASA, Donald Yeoman dirige le programme d'études sur les NEO. Assisté de véritables chasseurs de primes cosmiques, il recherche ces assassins potentiels et les classe dans le fichier des ennemis publics les plus recherchés. Trouver des astéroïdes, c'est un peu comme pister des ouragans. En suivant un NEO, jour après jour, vous vous faites une idée de son orbite. Vous pouvez prévoir sa trajectoire, mieux connaître sa taille et déterminer sa vitesse en cas de collision avec la Terre.
À l'aide de télescopes de dernière technologie, le programme de surveillance du ciel de la NASA, le Space Ground Survey, a détecté plus de 90% des NEO considérés dangereux. Ces objets effrayants pourraient frapper la Terre avec une énergie supérieure à celle de toutes les armes nucléaires de la planète. Un tel impact pourrait déclencher une extinction massive de certaines espèces. Une telle collision ne risque de se produire qu'une fois sur des centaines de milliers d'années. Mais si elle avait lieu, ça pourrait rayer de la surface de la Terre une grande partie de sa population. Ce sont des événements à faible probabilité mais lourds de conséquences. Une collision avec la Terre aurait un effet global. Non seulement les ondes de choc très lourdes pourraient anéantir un continent, mais le projectile serait expulsé en hauteur et retomberait sur toute la surface du globe. L'atmosphère atteindrait une température d'environ 500 degrés Celsius et la végétation brûlerait. Des cataclysmes peuvent aussi survenir à cause de très petits objets. Ainsi, le Congrès américain a demandé à la NASA de localiser aussi tous les NEO de 150 mètres de diamètre, c'est-à-dire grands comme le Colisée romain. Un objet de cette taille pourrait dévaster une zone urbaine ou même un petit État. Et ce qui inquiète le plus les scientifiques, ce ne sont pas les astéroïdes qu'ils ont déjà découverts, mais ceux qu'ils n'ont pas encore trouvés. À chaque instant, il y a environ 2 douzaines d'objets dont on ne sait pas encore s'ils n'entreront pas en collision avec la Terre. Schweikart, l'ancien astronaute, est allé plus loin face à la menace que représentent les NEO. Il a demandé au Congrès américain la création d'une agence spéciale qui serait responsable de la protection de la population contre les objets célestes. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie nécessaire pour empêcher définitivement les NEO d'entrer en collision avec la Terre. Nous pouvons littéralement commencer à remodeler notre système solaire et assurer notre survie. La question qui se pose est, le ferons-nous ou connaîtrons-nous la même fin que les dinosaures? Mais Schweikart n'attend pas que la NASA et le Congrès résolvent la question. Il a ses propres projets pour sauver la planète du prochain impact d'astéroïdes. On a du mal à croire que la Terre soit là depuis plus de 4,5 milliards d'années, car depuis l'origine, elle encaisse des chocs violents. Comme un boxeur, notre monde est constamment agressé par des astéroïdes qui pénètrent dans son orbite. Et dans le futur, la Terre pourrait bien être mise KO. L'ancien astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweikart, refuse de laisser les astéroïdes dicter leurs lois. Il est prêt aujourd'hui à défendre la Terre contre ces dangereux blocs de roches. Nous avons découvert que ces NEO passaient au-dessus de nous en permanence. Et nous avons développé nos capacités à modifier l'environnement pour assurer notre survie. Schweikart est particulièrement préoccupé par un astéroïde nommé 2004 MN4, et plus connu sous le nom d'Apophis. Ce rocher criblé de trous d'un diamètre d'environ 220 mètres a frôlé la Terre en 2004. Il est prévu qu'il passe à nouveau près de notre planète le vendredi 13 avril 2029. En 2029, Apophis sera encore plus proche de nous que les satellites de communication placés en orbite autour de la Terre. Il sera si près que certains pourront le voir à l'œil nu. Ils n'auront même pas besoin de jumelles, tant la distance sera faible entre lui et nous. Il y a 99% de chances qu'Apophis ne touche pas la Terre en 2029. Mais s'il la frôle, ne fût-ce qu'à une distance de 30 405 km très exactement, il pourrait passer par ce que l'on appelle un trou de serrure gravitationnelle. C'est une étroite zone de l'espace, large d'environ 800 mètres. Si cela se produisait, l'attraction terrestre pourrait perturber et même changer la trajectoire d'Apophis.
ce qui provoquerait une collision avec la Terre 7 ans plus tard, le 13 avril 2036. L'effet gravitationnel de la Terre modifierait l'orbite d'Apophis. Il l'élargirait et dévierait alors l'astéroïde assez pour que 7 ans plus tard, il entre en collision avec la Terre. Actuellement, Apophis a une chance sur 45 000 de provoquer une collision fatale en 2036. Mais même avec une aussi faible probabilité, les scientifiques restent vigilants. C'est une chose de savoir qu'il y a peut-être une chance sur 45 000 que l'astéroïde percute la Terre. Mais la vraie question est, y a-t-il une chance sur 100 ou même une chance sur 10? Quelles que soient les probabilités, cet événement se produira-t-il? Pour Schweikart, nous devrions considérer Apophis comme n'importe quelle catastrophe naturelle. Il a même établi une carte des lieux où celui-ci pourrait frapper. On a la date de l'impact, l'heure, l'inclinaison orbitale. On peut établir une carte. Et ce qu'elle montre, c'est ce que j'ai appelé la trajectoire à risque. Celle-ci traverse toute la planète. Quand je la regarde, je vois que la probabilité d'un impact est forte. Et je me demande bien où il va frapper. D'après Schweikart, Apophis pourrait entrer en collision sur n'importe quel point de cette trajectoire. Elle commence en Sibérie occidentale, traverse l'océan Pacifique à proximité de la Californie, puis traverse l'Amérique centrale pour finir en Afrique de l'Ouest. À propos des lieux qui pourraient être touchés, Schweikart propose un scénario qui fait froid dans le dos. L'astéroïde pourrait atterrir dans le Pacifique, au large des côtes de Californie, avec la force de plus d'1 million de mégatonnes de TNT. Un tel impact créerait un cratère sous-marin large de 8 km et profond de 2 km qui déclencherait des tsunamis. Des vagues déchaînées d'une hauteur de 15 mètres s'abattraient sur les côtes, provoquant un nombre de pertes humaines inimaginables. Un astéroïde de 300 mètres de diamètre qui tomberait dans l'océan poserait de sérieux problèmes. Un tel événement causerait des dégâts s'élevant à des centaines de milliards de dollars. Les spécialistes travaillent en ce moment à développer des technologies visant à prévenir ce type d'impact. Une solution serait de faire exploser l'astéroïde. Mais certains pensent que cela ne ferait qu'aggraver le problème. Plusieurs morceaux de l'astéroïde seraient alors dirigés contre la Terre au lieu d'un seul. La nouvelle mission de Schweikart est donc de dévier l'orbite des astéroïdes qui pourraient entrer en collision avec notre planète. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est à changer très légèrement l'orbite de l'astéroïde. On essaierait de modifier sa vitesse d'un 10 millième de kilomètre à l'heure, de façon à ce qu'il rate la Terre, au lieu de la heurter. Les collègues de Rusty ont élaboré des projets de vaisseaux spatiaux qui pourraient détourner les astéroïdes, et en particulier Apophis. L'un d'eux pourrait remorquer les astéroïdes et les éloigner de la Terre. Mais au lieu de les attraper au lasso comme un taureau, l'engin volerait devant l'astéroïde et utiliserait la gravité comme un câble de remorquage. Si vous vous placez devant un astéroïde durant une assez longue période, et si vous restez assez près de lui sans le toucher, vous allez augmenter sa vitesse. Ou si vous vous placez derrière pendant qu'il se déplace, vous allez le ralentir très légèrement. Nous pouvons modifier l'orbite d'un astéroïde si nous avons connaissance de cette menace assez tôt. Bien qu'une sonde se soit déjà posée sur un astéroïde par le passé, le plus grand défi consisterait à lancer une mission humaine. Une fois sur le rocher, les astronautes pourraient monter un transpondeur radio qui permettrait de surveiller les déplacements de l'astéroïde. On pourrait aussi envoyer en mission des robots. Ils se poseraient, recueilleraient un échantillon et nous le ramèneraient. Ce n'est pas si difficile.
L'avantage d'une mission humaine, c'est que les hommes pourraient réagir aux caractéristiques intéressantes de la surface de l'astéroïde. Ils pourraient se déplacer sans avoir à dépendre de la navigation à distance. Schweikart insiste sur le fait que nous devons rester en état d'alerte maximum concernant l'astéroïde Apophis. Et il a été entendu. Les Nations Unies ont prévu de rédiger une version préliminaire d'un traité afin de déterminer qui serait responsable de dévier les astéroïdes potentiellement dangereux. Ce serait vraiment criminel de rester sans rien faire alors que nous savons que cela va arriver. Ce serait parfaitement irresponsable. Mais les astéroïdes et les comètes ne sont pas les seules menaces venant de l'espace. La Terre a connu des hauts et des bas. On ne sait jamais ce qui nous attend au tournant, mais la plupart du temps, ce sont de mauvaises nouvelles. Dans de lointaines galaxies, des envahisseurs sont au travail, impatients de mettre un terme à la vie sur notre planète telle que nous la connaissons. 3 fois par jour, on voit apparaître dans le ciel un étrange flash. Il est des centaines de fois plus puissant que l'armement nucléaire mondial. Mais il n'a pas été créé par l'homme. Et si l'un de ces éclairs se produisait très près de la Terre, ce pourrait être sa fin. La plupart des habitants de la planète ne sont pas conscients des dangers potentiels qu'abrite l'espace. La liste en est longue et continue de croître. Imaginez que dans notre propre galaxie, la Voie lactée, une énorme étoile, explose. Et qu'elle envoie un faisceau d'énergie fatale en direction de notre planète. C'est un éclat de rayons gamma. La plus grosse explosion qui ait secoué l'univers depuis le Big Bang. Sur Terre, dans les villes et les campagnes, rien ne laisse présager de ce qui va se passer. Quand soudain, c'est l'explosion. Ce serait comme se trouver à moins d'1 kilomètre d'Hiroshima, et ce, sur toute la surface de la Terre. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. La couche d'ozone grille. Sur tout l'hémisphère, les êtres humains meurent, brûlés par les radiations, 100 fois supérieures à la dose mortelle. La disparition de la couche d'ozone provoque une hausse des températures, déclenche des cyclones, des tsunamis et des ouragans. La plupart des formes de vie sur Terre, comme dans la mer, sont anéanties. Cela ressemble peut-être à de la science-fiction, mais cela pourrait se produire si un éclat de rayons gamma touchait la Terre, à 100 années-lumière de distance. Les éclats de rayons gamma sont les plus puissantes explosions de l'univers. Le fait qu'elles soient si lumineuses alors qu'elles sont si lointaines signifie qu'elles dégagent une énorme puissance, correspondant à tout ce que le Soleil émettra au cours de ses 10 milliards d'années d'existence. Déjà étudiant, Stan Woosley a toujours aimé les expériences qui font boum. Aujourd'hui, le travail de cet astrophysicien est bien plus qu'un jeu d'enfant. Il fait partie de ces détectives galactiques qui tentent de découvrir les mystères cachés derrière les éclats de rayons gamma. Nous savons qu'il y a beaucoup de planètes et beaucoup d'étoiles à travers le cosmos, donc d'innombrables civilisations ont sans doute été détruites par des éclats de rayons gamma. Ces faisceaux de radiation particuliers ont été repérés pour la première fois dans les années 60. Au début, la plupart des astronomes croyaient que ces explosions de rayons gamma provenaient de notre propre galaxie, la Voie lactée, à cause de leur extraordinaire luminosité. Une des raisons était que si ces explosions avaient lieu en dehors de la galaxie, alors leur énergie était presque incroyable. Mais à l'époque, même les plus puissants télescopes n'arrivaient pas à déterminer leur emplacement ni leur distance, car les éclats duraient quelques secondes, puis disparaissaient.
Par la suite, les astronomes se sont demandé ce qu'il en était de leur post-luminescence. Les explosions cosmiques laissent en général derrière elles des résidus lumineux qui peuvent durer des jours ou des semaines. À la fin des années 1990, les satellites ont utilisé des fibres optiques de pointe et des détecteurs de rayons X pour capturer enfin la post-luminescence d'un éclat de rayons gamma. Il est alors clairement apparu que les éclats de rayons gamma étaient en fait cosmiques. Ils venaient de très loin, d'au-delà de notre galaxie, d'une distance de millions et de milliards d'années-lumière, ce qui signifiait que leur énergie devait réellement être astronomique. Pour avoir une idée de la luminosité d'un éclat de rayons gamma, on pourrait représenter la luminosité de notre Soleil par la faible lueur de cette LED. Et la luminosité d'un éclat de rayons gamma par le projecteur très puissant qui se trouve derrière moi. Quelle lumière, hein? Malheureusement, la lumière du projecteur n'est pas encore assez forte pour représenter pleinement celle d'un éclat de rayons gamma. En fait, il nous faudrait une centaine de millions de projecteurs pour obtenir la même chose. L'éclat de rayons gamma équivaut à la luminosité d'1 million de trillions de soleils. Ces explosions massives pourraient dévaster la Terre. Mais qu'est-ce qui les provoque ? Nous sommes quasiment convaincus que ces éclats de rayons gamma proviennent de la mort d'une étoile massive. Une étoile qui aurait au moins 10 fois la masse du Soleil. Et ce genre d'étoile est plutôt rare. Wosley a élaboré une théorie révolutionnaire qui explique la création des éclats de rayons gamma. Quand une énorme étoile meurt, elle s'effondre sur elle-même et crée un trou noir. Les trous noirs sont créés lorsqu'un ensemble de matière s'effondre sur lui-même. La densité est alors si élevée que la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais Wosley avance que certaines étoiles résistent à l'aspiration au centre du trou noir. Il en résulte la formation d'un disque de matière tournant à très grande vitesse autour d'elle. En quelques secondes, les jets de plasma s'échappent de ces pôles de rotation. Et ces faisceaux d'énergie envoient de dangereux rayons gamma dans l'espace. Imaginez que l'on presse par exemple un fruit, une sphère ou n'importe quel objet dans un espace très petit. Le contenu de l'objet va jaillir. Dans notre cas, la pression est effectuée très rapidement et la masse est extrêmement grande. En même temps que les éclats de rayons gamma sont éjectés, l'étoile en train de s'effondrer explose ou devient une supernova. Une des raisons pour lesquelles les éclats de rayons gamma sont si brillants, c'est parce qu'ils prennent une quantité énorme de puissance qu'ils concentrent dans une petite fraction du ciel. Pour 300 éclats de rayons gamma, un seul est pointé dans notre direction. Ainsi, nous n'en voyons qu'un sur 300. Même si un éclat de rayons gamma se produisait non pas à 100, mais à 1000 années-lumière, la Terre pourrait tout de même être confrontée à une destruction apocalyptique. Si un éclat de rayons gamma se produisait à 1000 années-lumière de la Terre, ce serait environ 100 fois plus lumineux que ce que le Soleil émet. L'énergie relâchée dans l'atmosphère supérieure de la Terre équivaudrait à une explosion nucléaire de 100 000 mégatonnes. La couche d'ozone serait appauvrie. Cela provoquerait des pluies acides, des brûlures par déflagration, la combustion de la végétation. Ce serait ce qu'on pourrait appeler un hiver nucléaire. De nombreuses espèces pourraient s'éteindre. Alors l'autre côté de la Terre serait le meilleur endroit où se trouver, car les rayons gamma ne traversent pas la planète. Si vous étiez là, vous ne seriez pas touché par la déflagration. Mais l'appauvrissement de la couche d'ozone et les changements de composition de l'atmosphère atteindraient tôt ou tard l'autre côté de la Terre. Et cela, nul n'en connaît les effets. Statistiquement, cet effroyable scénario a 1% de chance de se produire sur la Terre. Mais même ce faible pourcentage est peu rassurant, si vous pensez que vous vivrez peut-être sur la planète à ce moment précis. Si vous vous trouvez dans le point de mire du rayon, on peut dire que ce n'est pas votre jour de chance. Si un de ces éclats se produit dans notre galaxie et que son faisceau est pointé sur vous, allez vous coucher dans une grotte. Car il dégage des radiations d'une énergie très élevée. C'est le genre d'énergie qui décomposerait vos molécules. Il vaut mieux ne pas être dans les parages à ce moment-là.
Il n'y a pour l'instant aucune mesure de défense pour nous protéger des éclats de rayons gamma s'ils se produisaient près de la Terre. Ils voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à près de 300 000 km/s. Au moment où nous les découvririons, ils auraient déjà atteint notre planète. Les éclats de rayons gamma pourraient représenter un risque pour la Terre ou pour tout être vivant qui croiserait leur trajectoire. Mais comme nous l'avons vu, ils sont plutôt rares. D'autres phénomènes dans le ciel et sur la Terre sont bien plus dangereux. Des cataclysmes se produisent très souvent dans les recoins de l'univers. Et un jour, quelque chose soufflera la Terre. La plupart du temps, notre voyage autour du Soleil est calme et sans encombre, comme un tour sur cette grande roue. Et si rien n'entre dans notre trajectoire, cela peut continuer pendant des millions d'années. Nous savons que tôt ou tard, ce doux voyage prendra fin, mais nous ignorons quand. Malheureusement, la mort de notre planète viendra probablement de l'élément même qui nous donne la vie. La vie est douce sur Terre, car notre planète est la 3e plus proche du Soleil. Pendant plus de 4 milliards d'années, il a été un allié, réchauffant et nourrissant notre planète. Mais un jour, cet astre deviendra notre ennemi. Le Soleil et la Terre entretiennent une relation unique. La Terre a une température spécifique, une taille particulière, elle abrite la vie, elle a des océans, et tout cela dépend du Soleil. Il est à l'origine de l'existence de la vie sur Terre, et il sera à l'origine de sa mort. La relation qui unit la Terre au Soleil deviendra dysfonctionnelle quand il fera vraiment monter la température. Le Soleil se réchauffe en brûlant de l'hydrogène pour le transformer en hélium. 4 atomes d'hydrogène donnent un atome d'hélium. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de particules actives à l'intérieur du Soleil. Pour résumer, disons que le Soleil a besoin d'être de plus en plus chaud et de plus en plus lumineux pour se maintenir. À mesure que le noyau du Soleil se réchauffera, ses parties extérieures vont gonfler et rougir. Dans un feu de joie, il y a un grand tas de bois, et on en ajoute encore. Au bout d'un moment, assez de bûches ont brûlé et le tout s'effondre. Il y a alors une explosion d'étincelles et le feu devient encore plus lumineux. C'est un peu ce qui se passe avec le Soleil. En ce moment, il brûle de l'hydrogène et le transforme en hélium. Or, l'hélium est comme la cendre. À mesure que le Soleil s'effondre, les cendres se rallument, l'hélium se transforme en carbone. Et alors, il fait vraiment très chaud. Le Soleil se dilatera alors en une géante rouge et réduira en cendres les formes de vie terrestres les plus complexes. Quand le Soleil deviendra une géante rouge, sa taille sera multipliée par 30. Ainsi, la surface du Soleil sera en dehors de l'orbite de Mercure. Sa luminosité sera multipliée par 1000 environ. Cela réchauffera la Terre au point que la croûte extérieure, les pierres, ces parties solides, fondront. Toute la planète deviendra une boule de lave en fusion. Le Soleil brûlera les planètes du système solaire. Puis, il se refroidira. Mais la Terre sera alors réduite en cendres, pareil à un morceau de charbon de bois. Et cela ne sera pas idéal pour la manifestation de la vie. Mais le destin cauchemardesque de la Terre ne s'arrête pas là. Une fois transformé en géante rouge, le Soleil connaîtra des variations de taille avant de s'effondrer et de devenir une naine blanche. Le Soleil, qui était énorme, devient tout à coup minuscule et très dense. Il n'est pas plus grand que la Terre, et il se tient là au centre de notre système solaire, émettant une lumière bien plus faible qu'autrefois. Et puis tout se refroidit, et il ne génère plus la moindre énergie. Ainsi, le destin du système solaire est de refroidir, puis de geler.
Les humains se seront probablement installés sur une autre planète ou auront disparu avant que le Soleil ne transforme la Terre en boule de neige. Cependant, il pourrait avoir asséché notre monde bien avant cela. Si le Soleil ne nous tue pas quand il entrera dans sa phase de géante rouge, c'est qu'il pourrait très bien nous avoir déjà exterminés, en brillant assez fort pour provoquer l'évaporation des océans. L'eau est un composant essentiel à toute forme de vie. Donc, si la planète perdait toute son eau, cela pourrait causer la disparition de la vie sur Terre. Et une fois de plus, ce serait la faute du Soleil. Il y a peut-être des solutions pour que la Terre obtienne un sursis. En grandissant, le Soleil commencera à perdre de la masse, beaucoup plus rapidement qu'il ne le fait actuellement. Si sa masse diminue, il retiendra moins bien la Terre, qui se déplacera alors dans une orbite plus large. On assistera à une sorte de course entre le Soleil, dont le volume et la chaleur augmentent, et la Terre, qui s'éloignera légèrement de cette boule de feu de plus en plus chaude. Même si notre planète parvient à ne pas être calcinée par le Soleil, son avenir demeure bien lugubre. Cet endroit est plein d'aventures. Des manèges qui vous retournent l'estomac, des objets qui rentrent en collision. Ça fait peur. C'est un peu comme faire le tour du Soleil sur la Terre. Mais quand celle-ci est frappée, quand les choses commencent à se disloquer, la fête pourrait bien s'achever. La fin de l'univers, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que j'aime le temps. Je vis dans le temps, donc c'est dur d'imaginer que le temps est une fin. Aujourd'hui, les scientifiques observent notre inévitable destin. Dans un futur lointain, la Terre et l'univers entier pourraient être confrontés au dernier des monstres cosmiques. Personne ne se doute que le plus fatal ennemi de la Terre est tapi parmi les étoiles. Mais dans l'avenir et sans avertissement préalable, une grande faucheuse cosmique déclenchera la dernière apocalypse. Elle déchirera l'univers. Les galaxies elles-mêmes se disloqueront. Les étoiles et les planètes seront réduites en lambeaux. Cet ultime événement s'appelle le Big Rip, c'est-à-dire la grande déchirure. Et quand il commencera, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir réduit chaque atome de l'univers en charpie. Le Big Rip, c'est la fin de l'univers. Ce n'est pas comme si nous étions les derniers à rester lors d'une fête et qu'on se demandait qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est comme si on éteignait les lumières et que voilà, c'est la fin de l'univers. Les physiciens Robert Caldwell et Mark Kamientkowski ont élaboré la notion de grande déchirure, une sinistre hypothèse sur le destin de l'univers. On a longtemps cru que l'univers, actuellement en expansion, atteindrait un point maximum. Le Big Rip, c'est l'idée que l'expansion sera non seulement continue et accélérée, mais qu'elle déchirera tout sur son passage. Caldwell et Kamientkowski ont calculé que l'univers était en expansion à une vitesse croissante et inquiétante, et que quelque chose aspirait tout vers l'extérieur. Telle une brigade des mœurs galactiques, ces jeunes scientifiques traquent ce tueur cosmique. Ils pensent que le coupable serait un mystérieux phénomène appelé énergie noire. Comprendre ce qu'est l'énergie noire est probablement le but numéro 1 des cosmologistes aujourd'hui. Par définition, l'énergie noire est noire. On ne peut pas la voir. Nous la ressentons à travers ses effets sur le comportement gravitationnel de l'univers. Il y a peut-être de l'énergie noire dans cette pièce, sous la chaise.
C'est seulement quand on s'intéresse à ses propriétés à une échelle cosmologique, à des milliards d'années-lumière de nous, qu'on commence à voir les effets cumulés de l'énergie noire. Elle provoque l'éloignement des objets entre eux et contribue à l'expansion de l'univers à une vitesse accélérée. Edwin Hubble, qui a donné son nom au télescope, a été le premier à découvrir que l'univers était en expansion dans les années 20. Mais ce n'est qu'en 1998 qu'une équipe de spécialistes a mesuré que cette expansion se produisait à une vitesse impressionnante. On pourrait représenter notre univers, notre espace en 3 dimensions, par un ballon. Voilà, je vais gonfler ce ballon pour démontrer les effets de l'expansion de l'univers. L'augmentation de son volume représente l'expansion des galaxies. Très bien, voilà une galaxie, et puis une autre. Où est notre galaxie? Nous sommes là. D'accord, ça c'est chez nous. Quand l'univers est en expansion, les autres galaxies s'éloignent de plus en plus de nous. Dans le cadre d'une expansion ordinaire, chaque galaxie reste de la même taille. Mais si l'expansion est très accélérée, alors chaque galaxie entre elle aussi en expansion. C'est ce qui se passe. Si je pouvais le gonfler assez vite pour représenter le Big Rip, le ballon exploserait. C'est comme si l'espace-temps était incapable de supporter ça et prenait fin. Mais nous allons simplement faire un trou dans le ballon. C'est ça le Big Rip. D'après Caldwell et Kamienowski, l'univers n'a aucune chance de survivre au Big Rip. Ils ont même commencé le compte à rebours de cet événement apocalyptique. Le Big Rip retrousse ses manches, pour ainsi dire, et déchire l'univers couche après couche, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, de l'échelle la plus grande à la plus petite. Il faut 1 milliard d'années pour déchirer des petits morceaux de galaxies, puis des centaines de millions d'années pour déchirer les galaxies elles-mêmes. En ce qui concerne le système solaire, on parle de centaines de milliers d'années. Après cela, déchirer la Terre elle-même prendrait moins d'1 heure. C'est assez intéressant d'imaginer à quoi cela ressemblerait. Si j'étais dans une capsule de protection en train d'observer le phénomène, je verrais un mur noir se diriger vers nous. Je ne verrais plus aucune étoile. La Terre, couche après couche, serait pelée et éjectée dans l'espace. Tout en nous, les molécules et les atomes qui nous constituent, seraient disloqués. Chaque atome de notre corps serait propulsé dans l'infini en un rien de temps. Heureusement, les hommes n'ont pas à se soucier du Big Rip. Caldwell et Kamienowski ont estimé son point culminant dans 50 millions d'années. L'univers sera alors 3 fois plus vieux qu'aujourd'hui. Ce qui est très amusant pour nous, c'est d'essayer de comprendre si c'est vraiment ce qui va se passer. Et d'essayer d'écrire le scénario de science-fiction de ce qui va nous arriver. Les menaces venant de l'espace sont bien réelles. Certaines pourraient nous atteindre demain, d'autres dans un futur lointain. Mais une chose est sûre, un événement mettra un point final à la Terre et probablement à l'univers entier, une fois pour toutes. Ce n'est qu'une question de temps. Parfois, il est utile de se dire que notre vie sur Terre est fragile et que nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Peut-être y a-t-il un espoir, mais vu la tournure des choses, l'univers prendra fin. Et c'est tout.